Bonjour à vous, chers adhérents. Aujourd'hui, je vais prendre une vidéo et la développer dans le sens du dépaysement. Le dépaysement le plus total, puisque je vais vous parler de la fiscalité locale des collectivités locales, mais cette fois-ci appliquée à quoi? À une religion. Alors vous allez me dire que c'est très bizarre. Alors en plus, finance islamique. Autant dire, je vais sentir le souffle pour certains d'entre vous. Mais c'est pas grave. Mon but est simplement de montrer que dorénavant nous sommes dans un monde où la fiscalité locale, qu'on le veuille ou non, est trempée par les religions et je vais essayer de m'évertuer à vous le présenter comme tel. Alors, nous sommes dans un monde qui est, de plus en plus multiple. Nous sommes une société, alors on dit mondialisée. Nous sommes avec des citoyens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Et effectivement, là j'ai pris l'exemple le plus absolu avec la finance islamique, qui justement prohibe l'intérêt. Et le propos est le suivant, c'est qu'on s'est aperçu par exemple que un certain nombre de gens n'ont pas de livret A pour la bonne et simple raison, c'est que l'intérêt généré par la possession d'un livret A finalement est interdit par cette religion. Alors c'est vrai que quand on est sur la fiscalité locale, vous allez me dire mais quelle est la relation? Eh bien je vais rentrer dans le but de la présentation. Vous avez en plein centre de cette diapositive un extrait du bulletin officiel des impôts et qui dit quoi? Dispositions juridiques communes, finance islamique. Eh bien oui, tout notre corpus de la fiscalité locale est atteint par la finance islamique. Alors atteint est peut-être un mot un peu fort, je dirais, est concerné, s'adapte à un monde qui est de plus en plus globalisé. C'est un fait qui est incontournable, qui est, qu'on le veuille ou non, que cela nous plaise ou non, c'est comme ça. Et donc effectivement, la question est la suivante, comment on va réintégrer dans notre dispositif général toute cette partie de population qui, ma foi, a ses valeurs. Alors, je n'ai pas assez mis le zoom dessus, mais la présentation va concerner des impôts locaux, donc on va parler de contribution économique territoriale, première. Je vais vous parler sur la taxe sur la valeur ajoutée. Alors il se trouve que la taxe sur la valeur ajoutée, elle est aussi perçue par certaines collectivités, je pense notamment les régions, les départements, et puis les droits d'enregistrement qui sont perçus par les départements. Donc je vais passer en revue ces différents impôts, et donc on y va. Droit d'enregistrement. Alors, première remarque, je le signale, c'est le droit principal qui est perçu à l'occasion d'une transaction immobilière. Alors, je vous demande un instant avant d'aller dans l'exemple qui est sous les yeux. Normalement, chaque fois que vous allez acheter un bien, que vous allez chez le notaire pour constater la transaction immobilière, eh bien, vous avez un droit d'enregistrement qui est perçu. C'est ce qu'on appelle plus globalement des droits de mutation à titre onéreux. Alors, normalement, un client normal n'a pas forcément toujours les crédits pour acheter directement le bien et on a recours à un intermédiaire. Et cet intermédiaire financier, c'est la banque. Que fait généralement la banque? Elle vous prête de l'argent et moyennant quoi? Moyennant le paiement d'un intérêt. Malheureusement, c'est ce genre de chaînage qui ne convient pas à cette partie de population. Et comment faire pour les réintégrer dans le système? Eh bien, il y a un véritable dispositif, la Moraba, qui permet à ces gens-là justement de contourner cet interdit de l'intérêt. Et comment faire? Eh bien, c'est une partie qui va se passer à trois. Vous avez le vendeur, qui va être contacté par qui? Par le financier que vous voyez ici à l'exemple, mais en réalité c'est le banquier. Le banquier va acheter. Donc il y aura transfert de propriété, paiement cash au vendeur. Et alors vous allez me dire, mais c'est pas le banquier in fine qui va être le propriétaire, ce sera le client. Eh bien il va y avoir une deuxième transaction. Donc là, dans notre cas bien particulier, le banquier n'est pas là pour prêter de l'argent contre intérêt, et il est là pour vendre. Alors vous allez me dire, imaginons un instant que le vendeur vende pour un montant de 100, il ne va pas automatiquement revendre 100 au client, pas du tout. Il va prendre une marge, une véritable rémunération. Bien évidemment, il y aura des frais de dossier.
et c'est un paiement qui sera différé dans le temps. Je ne vous cache pas que ce genre de procédé, on le retrouve aussi dans la vie courante quand on vous propose de payer en 3 fois sans frais, c'est le même chaînage. Donc on est bien d'accord, la banque est dépossédée de son rôle de prêt d'argent. Ici vous avez non pas une mais 2 ventes successives. Eh bien en matière de droit d'enregistrement, normalement on serait en mesure de constater 2 fois ces droits et donc ça viendrait renchérir le coût de la transaction. Eh bien ici pas du tout. Le Code général des impôts ne constate qu'une seule transaction. Donc c'est formidable pour l'acheteur, il n'est pas pénalisé par cette disposition de droit commun. Voilà la première adaptation que je vous propose. La deuxième adaptation, elle touche la contribution économique territoriale. Alors je rappelle que normalement, vous avez 2 impositions, vous avez la cotisation foncière des entreprises, et vous avez la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Eh bien, je vais y rentrer. Vous avez la cotisation foncière des entreprises. Eh bien, pour la banque qui va vendre ce bien, eh bien, vous n'aurez rien du tout. Donc, autant dire, pour les collectivités locales, ce n'est pas une bonne opération, puisque là, elle n'est pas concernée. Mais vous allez me dire, les autres banques non plus ne se retrouvent pas avec la cotisation foncière des entreprises automatiquement. Là, je me suis placé sur le domaine de la banque. Le client, eh bien, si c'est un particulier, il n'a pas à payer la cotisation foncière des entreprises. Si c'est une entreprise qui est le client, en définitive, il a la possibilité de déduire la rémunération de l'opérateur, c'est-à-dire le banquier. Pour ce qui est du deuxième volet, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Mais là, il n'y a rien qui le différencie, la banque des autres banques, donc en l'état, rien de spécial. Donc autant dire, là, la cotisation foncière des entreprises, elle subit une petite adaptation. Alors j'en arrive à la TVA. Alors je rappelle que la TVA, c'est calé sur les consommations, hein. Eh bien, effectivement, si vous êtes dans un achat de biens, eh bien, il y a une exonération de TVA. Ben oui, on est hors périmètre du champ d'application de la TVA. Donc autant dire, c'est un régime dans sa globalité, quand on regarde tous les impôts, droit d'enregistrement, contribution économique territoriale et TVA. Finalement, la fiscalité islamique, elle n'est pas si révolutionnaire que ça. C'est juste une adaptation à une réalité, la réalité de quoi? De la France. Et donc effectivement, il n'y a pas trop de distorsion par rapport au régime normal d'une relation entre le vendeur et l'acheteur et la banque. Voilà, je vous laisse. À demain. Bonne journée.